L'Europe a tué l'industrie française et elle est maintenant en train d'assassiner notre agriculture. Du moins, c'est ce que notre invité du jour affirme, chiffre à l'appui. Je m'appelle Léon Desfontaines, porte-parole du Parti communiste français, mais je suis surtout candidat aux élections européennes. Le format d'interview est simple, notre invité est face à une carte de l'Europe sur laquelle il tire des fléchettes. En fonction du pays qu'il touche, nous lui posons une question relative à ce pays, ce qui débouchera sur une discussion à propos de certaines parties de son programme. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Et c'est parti pour cette première interview fléchette des élections européennes. Le Parti communiste est encore communiste. Oui. Il ne faut pas avoir de limitation dans notre aide à l'Ukraine. Si. Une société communiste est une société idéale. Non. Je suis marxiste. Oui. Les communistes et le Rassemblement national, c'est presque pareil. Non. L'Europe est sur le déclin. Oui. Il faut réguler l'immigration au niveau européen. En partie. L'Union européenne est une chance pour les agriculteurs français. Oui et non. La Chine, voilà un exemple de communisme réussi. Non, pas du tout. Les États-Unis sont les alliés naturels de l'Europe. Non. Les ouvriers ne votent plus pour les communistes. Non. Les élections européennes peuvent changer les choses. Oui. L'Ukraine a son avenir dans l'Union européenne. Non. La guerre à Gaza est un génocide. Oui. Les vieux partis sont morts. Non. Le clivage gauche-droite a disparu. Non. Il faut davantage taxer les riches. Oui. Le Parti communiste aurait dû changer de nom. Non. L'Union européenne est une réussite. Non. Vladimir Poutine est un criminel de guerre. Oui. L'écologie doit être une priorité dans la politique européenne. Oui. Récemment, il y a eu l'ouverture des négociations pour un potentiel élargissement de l'Union européenne aux pays des Balkans. Donc la Croatie a rejoint l'espace Schengen en début d'année et les négociations sont ouvertes pour la Bosnie-Herzégovine. Est-ce que vous seriez en faveur de l'élargissement d'abord aux Balkans ou alors à l'Ukraine Question simple, réponse simple. Moi, je suis opposé à toute forme d'élargissement de l'Union européenne dans l'Union européenne telle qu'elle est constituée actuellement parce que ça va accroître de manière considérable la mise en concurrence déloyale. En effet, c'est un des grands débats de cette élection européenne. Êtes-vous favorable ou non à l'élargissement de l'Union européenne? Parce que chaque député européen dans la prochaine mandature devra se prononcer sur ce sujet-là. Charles Michel a annoncé qu'il fallait que d'ici 2030, l'Union européenne allait s'élargir à de nouveaux États membres. Il a parlé des pays des Balkans que vous avez cités, et notamment de l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. J'y suis opposé parce que c'est continuer, comme je le disais, accroître la mise en concurrence des travailleurs entre... Moi, je viens d'un territoire, la Somme, un département, une ville, Amiens, qui a connu la mise en concurrence, la délocalisation, les fermetures d'usines, la désindustrialisation, et il y a des usines comme Goodyear par exemple, ou Whirlpool plus récemment, qui ont fermé et qui sont partis à l'aide de l'Europe parce que la manœuvre était moins chère. Aujourd'hui, le salaire minimum en Moldavie est aux alentours de 50 € par mois, en Ukraine de 170 € par mois, et dans les pays des Balkans que vous avez cités, ils ne sont guère plus élevés. Et moi, je ne veux pas continuer à avoir cette érosion de notre industrie, et donc je le dis, il faut aujourd'hui sauver nos usines, préserver notre souveraineté industrielle et remettre en cause justement ces élargissements de l'Union européenne. Et moi, en tant que député européen, je m'y opposerai systématiquement. C'est la première chose. Aujourd'hui, on ramasse les pots cassés des anciens élargissements de l'Union européenne, notamment de ces grands élargissements des milieux des années 2000, entre 2000 et 2010, 2007 de mémoire, à des pays comme justement la Roumanie, la Pologne, qui ont des salaires qui sont bien en deçà de ceux que nous avons par exemple en France, et on voit les usines, Whirlpool est parti en Pologne, Goodyear est parti en Slovaquie, parce que la manœuvre était moins chère, et on voit que ça continue à se développer cette mise en concurrence. Moi je pense qu'il faut agir justement pour qu'il y ait des augmentations de salaires dans ces pays de l'Est de l'Europe. Notamment, moi je suis favorable, je ne crois pas à un SMIC qui soit déterminé à l'échelle européenne. Je pense que c'est pas à l'ordre du jour. En revanche, on peut poser des mêmes règles partout dans les pays de l'Union européenne, c'est-à-dire que par exemple, il y ait un SMIC, que l'existence d'un SMIC, d'un salaire minimum garanti, puisse exister dans l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je pense que l'Union européenne devrait contraindre les États à avoir un SMIC, un salaire minimum, pour justement permettre que l'Union européenne ne soit pas un levier de mise en concurrence des travailleurs, mais plutôt vertueux pour défendre le droit des travailleurs et notamment le droit des salariés et les droits sociaux. J'aimerais que ce SMIC soit du coup fixé à un minimum par l'Union européenne, et moi je pense à 60% du prix médian, du salaire médian. C'est les normes qui nous permettraient notamment d'augmenter les SMIC. Si on fait ça en France, je crois qu'il serait à 100-150 € plus élevé que ce qu'il n'est actuellement, et ça permettrait de faire un nivellement par le haut justement des salaires plutôt qu'un nivellement par le bas comme c'est le cas à l'heure actuelle. Parce que les élargissements, ça entraîne un dumping social, une mise en concurrence des travailleurs, donc une fuite en avant de notre industrie,
mais aussi pour les industries qui restent, ça donne un pouvoir notamment aux grands patrons de mettre pression et de tirer vers le bas les droits sociaux. Je prends l'exemple de Goodyear et de Dunlop chez moi. C'est deux usines du coup, qui ont fait des choix différents. Goodyear a refusé de mettre en place des conditions salariales et sociales, notamment en termes de temps de travail, qui étaient exécrables pour les travailleurs. Suite à ça, ils ont décidé très bien, on ferme l'usine. Dunlop, parallèlement, a accepté notamment un système de 3-8 en travaillant en gros plus et notamment plus d'horaires de nuit sans pour autant augmenter les salaires. Et ils ont dit c'est simple, si vous ne l'acceptez pas, on délocalise à l'est de l'Europe. Et donc il y a aussi aujourd'hui une pression qui existe sur les salariés français et cette mise en concurrence a pour conséquence soit la perte de nos usines, soit une détérioration des conditions de travail de nos salariés et de nos ouvriers. Et sur la réindustrialisation de notre pays et de notre continent. En l'espace de 30 ans, on a perdu 2 millions d'emplois industriels en France. C'est catastrophique. Aujourd'hui, la part de l'industrie dans le PIB est considérablement basse et une des plus basses de l'Union européenne. Et je le dis, un pays sans usine, c'est un pays qui est pauvre. C'est un pays qui n'a pas la capacité de produire ce dont elle a besoin sur son territoire. Et c'est un pays qui est très dépendant, qui perd une souveraineté, qui est très dépendant des importations justement sur tout un tas de domaines. Pour stopper l'érosion, il faut engager des coopérations européennes en matière industrielle, comme on a su le faire dans l'aéronautique, dans l'aérospatiale, avec Airbus, avec Ariane notamment. Donc l'Union européenne puisse subventionner des industries qu'on juge stratégiques. Je pense notamment aux productions de panneaux photovoltaïques. On parlait tout à l'heure d'énergie. Je pense qu'il faut permettre de produire des panneaux photovoltaïques sur le territoire européen pour arrêter d'être dépendant de la Chine et de les importer tous de la Chine, les panneaux qu'on voit s'installer un peu partout en France notamment. Donc coopération industrielle. Et d'un autre côté, il faut produire de l'électricité et baisser les factures énergétiques des entreprises pour leur permettre justement de pouvoir s'installer sur nos territoires. Une usine qui a vu ses factures d'électricité multipliées par 3, 4 depuis quelques années, elle a du mal à voir si dans 10 ou 15 ans on produira suffisamment d'électricité parce qu'on n'a pas investi assez dans le parc nucléaire, ne viendra pas et qui ne lui permettra pas de fonctionner, n'investira pas en France. Très bien. Au contraire, le Parti communiste français, fidèle aux idées qu'a écrit Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste, reprend dignement le flambeau, notamment avec deux piliers fondamentaux. C'est qu'on dit que pour répondre à l'ensemble des défis qui nous font face, ça va se régler par le travail, à travers le réinvestissement dans les services publics, la réindustrialisation, et que ces travailleurs, ils doivent être payés à la juste valeur de ce qu'ils produisent, et notamment des richesses qu'ils produisent. Karl Marx disait que s'il fallait résumer le communisme autour d'une phrase, il disait « le communisme, c'est le libre développement des individus ». Donc c'est comment la société est capable de réunir l'ensemble de ces richesses pour permettre à ce que chaque individu puisse pleinement s'épanouir, s'émanciper, et du coup trouver sa place dans la collectivité, dans la société. L'Allemagne a émis 673 millions de tonnes équivalent CO2, soit une chute de 46% par rapport à son niveau de 1990. Alors ma question elle est simple, est-ce que finalement l'abandon du nucléaire a été une bonne idée ? Actuellement, l'Allemagne émet quand même 6 fois plus de gaz à effet de serre que la France sur sa production électrique. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, ils ont développé certes énormément les énergies renouvelables, plus que la France, je l'accorde, et on est en retard sur le sujet, je le dis. Mais en revanche, parallèlement, ils ont besoin d'une énergie pilotable, c'est-à-dire une énergie qui fonctionne à longueur de temps. Et du coup, ils se sont passés de l'énergie nucléaire, mais ils ont ouvert parallèlement des centrales et des mines à charbon. J'ai voulu, au tout début de cette campagne européenne, moi, regarder de mes yeux ce qu'il en était du bilan allemand en matière énergétique. Je me suis rendu à Cologne, en Allemagne, sur une mine de charbon à ciel ouvert. Ces mines de charbon à ciel ouvert, c'est des trous de 85 km², 300 mètres de profondeur. On peut y mettre quasiment la ville de Paris tout entière, la Tour Eiffel et les gratte-ciel dans ce trou-là. Ça rentre. Il y en a une quinzaine de trous comme ça en Allemagne. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une mine de lignite. Le lignite, c'est l'un des charbons les plus polluants qu'on puisse trouver sur Terre. Ces trous, une fois qu'on aura fini d'extraire le charbon, RWE, l'entreprise qui extrait le charbon, qui est actuellement une entreprise qui développe officiellement beaucoup d'énergie renouvelable et qui se vante de développer des énergies renouvelables. En réalité, c'est l'énergie la plus polluante d'Europe parce qu'elle extrait les mines de charbon, le charbon de ces mines. Ils vont détourner une partie du Rhin pour remplir ces trous d'eau, dans des périodes où on manque d'eau notamment, et l'eau en tout cas devient de plus en plus une ressource rare. Donc je le dis, le modèle allemand démontre les choix stratégiques en matière énergétique, et notamment l'impasse qu'a la sortie du nucléaire. Parce que si on sort de l'énergie nucléaire, ça nous laisse deux possibilités.
Soit on fait du 100% renouvelable, comme nous le proposent certains, avec une forme de décroissance considérable, et on assume que lorsqu'il n'y a pas suffisamment de vent, pas suffisamment de soleil, on ne produit pas suffisamment d'électricité, et donc on est en bas régime, et potentiellement on a des périodes où même on va devoir faire des coupures d'électricité, nos trains ne rouleront pas, nos services publics ne fonctionneront pas, et l'industrie bien sûr sera au point mort. Ça c'est une possibilité. Soit on fait comme l'Allemagne, on réouvre des mines et des centrales à charbon thermiques qui émettent énormément de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, on a un atout en France grâce à notre parc nucléaire, mais je le dis, il faut un mix énergétique nucléaire et renouvelable pour permettre de répondre à l'impératif environnemental et diminuer considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. Et moi, je souhaite ce combat le mener à l'échelle européenne parce que ce que fait la France, malheureusement, si on est tout seul, eh bien, le réchauffement climatique continuera parce qu'il ne s'arrête pas aux frontières. Et je souhaite que l'Europe puisse répondre à ses objectifs de neutralité carbone en 2050. Alors vous parlez du développement des énergies renouvelables en France et vous avez dit que justement on n'avait pas assez développé par rapport à l'Allemagne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce sujet précisément? Et deuxième question, est-ce que vous pensez donc, avec ce que vous venez de nous dire, que l'énergie nucléaire est aussi une condition impérative de la transition écologique? Je pense qu'elle est indispensable en Europe pour répondre à l'impératif environnemental. On a fait différents scénarios, on s'est projeté dans les scénarios avec des scientifiques. On a fait un gros travail au Parti communiste avec Amar Bellal notamment en responsable de la commission environnementale pour regarder les différents scénarios qui nous étaient face. Il n'y en a aucun qui peut se permettre de passer de l'énergie nucléaire. C'est ce que nous disent l'ensemble des scientifiques. La réalité, c'est que l'énergie nucléaire, elle est indispensable pour répondre à la transition écologique, à l'impératif environnemental. Pour une simple et bonne raison que si nous voulons répondre à l'impératif environnemental, j'ai dit il faut produire de l'électricité qu'elle soit bas carbone, mais il faut aussi réindustrialiser notre pays. Il faut rapprocher la production de la consommation. Et l'industrie est très énergivore par définition. Elle demande beaucoup d'électricité, mais il faut que cette électricité elle soit bas carbone. Et pour produire suffisamment d'électricité, on n'a pas d'autre choix que d'avoir une énergie qu'on appelle pilotable. Et si on veut qu'elle soit bas carbone, la seule énergie bas carbone pilotable, c'est le nucléaire et l'hydroélectrique, qui est quasiment aux capacités maximum en France, qu'on peut encore développer, il y a encore quelques pistes pour le développer, mais qui ne permettra pas de passer le nucléaire. Et sur les énergies renouvelables, moi je pense qu'on en a besoin, mais ça ne s'oppose pas à l'énergie nucléaire. Ce sont deux énergies complémentaires, pour une simple bonne raison, c'est qu'en France, notamment à cause des militants antinucléaires, on a eu une forme de tergiversation politique qui fait qu'on n'a pas construit de nouvelles centrales nucléaires et qu'on en a fermé quelques-unes, notamment avec ce qui s'est passé avec Fessenheim. Et donc la réalité, c'est que le temps d'ouvrir de nouvelles centrales, le temps de aussi remettre bien en marche l'ensemble des centrales nucléaires que nous avons dans notre parc, eh bien il y a des petits moments où on va avoir des déficits de production énergétique et à ce moment-là, en complément de l'énergie nucléaire qui est quand même produite et de cette énergie pilotable, on peut développer les énergies renouvelables qui nous permettront justement de venir compléter la production électrique nucléaire. Je parle souvent de mix énergétique nucléaire renouvelable, j'ajouterai une autre source d'énergie, c'est celle de la biomasse. Non pas qu'il faut le développer massivement, mais on a une centrale à charbon et à fioul en Loire-Atlantique qui est installée et qui est en train de se reconvertir justement à la biomasse, donc d'utiliser justement des déchets verts pour permettre de produire de l'électricité qui émet beaucoup moins de gaz à effet de serre, qui coûte rien du tout parce que ça coûte à peine quelques dizaines de millions, 200 millions d'euros, je crois de mémoire, pour permettre de mettre la centrale qui fonctionne encore aujourd'hui avec des énergies très fortement carbonées, pour les mettre justement en biomasse qui permettrait justement non seulement de sa centrale de continuer d'exercer, de pouvoir continuer à conserver les emplois qui sont sur cette centrale et qu'elle réponde à l'impératif environnemental. C'est plutôt un exemple à suivre, je pense. Mais alors, les antinucléaires, ils pourraient vous poser la question, qui est légitime, où est-ce qu'on stocke les déchets nucléaires? Les déchets nucléaires, il ne faut pas éluder ce sujet. C'est en effet un des aspects les plus négatifs de cette production énergétique. Et je le dis, l'énergie parfaite n'existe pas. L'éolien, par exemple, ou le photovoltaïque demandent énormément d'énergie pour produire ces sources d'énergie, pour produire ces panneaux photovoltaïques, ces éoliennes. On fait couler aussi, par exemple, beaucoup de béton. Ça prend aussi beaucoup de terres disponibles, alors que les terres sont de plus en plus limitées. On le voit avec les questions agricoles, avec la question de l'artificialisation des terres, etc. Et les énergies renouvelables, c'est ce qui demande le plus d'utilisation d'espace disponible, par exemple. Et surtout, on a des minerais rares qui sont de plus en plus rares. Et sur les déchets, aujourd'hui, et c'est ce que nous disaient les scientifiques, c'est que on a des études fines qui sont menées sur l'utilisation des sols, et etc., pour justement capter ces déchets nucléaires. Ça, c'est un fait. Maintenant, on peut avoir des débats avec des scientifiques ou dire que les scientifiques disent n'importe quoi. Moi, j'ai plutôt tendance à avoir confiance dans les scientifiques et qui démontrent qu'il n'y a aucun effet néfaste, en France en tout cas, sur l'enfouissement des déchets nucléaires. Et puis surtout, il faut chercher
un maximum diminuer les déchets nucléaires et notamment avoir des centrales nucléaires toujours plus avec des meilleurs rendements et qui puissent réutiliser peut-être une partie des déchets. C'était notamment le cas du projet de recherche Astrid qui permettait de diminuer considérablement le nombre de déchets nucléaires pour X énergie produite, X électricité produite. Malheureusement, ça a été abandonné par les politiques à cause des politiques austéritaires. Capitalisme ou communisme? Communisme. Religion ou laïcité? Laïcité. Georges Marchais ou Fabien Roussel? Fabien Roussel. Marx ou Engels? Marx et Engels. Vote obligatoire ou vote libre? Vote libre. France ou Europe? France. Lénine ou Gorbatchev? Lénine. Union de la gauche ou gauche divisée? Union de la gauche autour d'un projet politique. Vladimir Poutine va gagner ou perdre? Je pense que c'est pas ça le sujet. Mais je pense qu'il perdra. Droit de vote à 16 ans ou droit de vote à 18 ans? 18 ans. Croissance verte ou décroissance? Croissance verte. Agriculture ou écologie? Les deux, ça s'accorde ensemble. Libéralisme ou régulation? Régulation. Liberté ou égalité? Liberté, égalité, fraternité. Raphaël Glucksmann ou Manon Aubry? Manon Aubry. Union européenne à 6 ou Union européenne à 27? À 27. Waouh. Brest, c'est l'île de Saint. Je n'ai même pas fait exprès. Récemment, l'IVG est rentré dans la Constitution française. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Est-ce que selon vous, ça va changer quelque chose concrètement pour les droits des femmes? Et est-ce que l'Union européenne doit s'inspirer de ce que fait la France, essayer de créer une juridiction à l'échelle de l'Europe? Doublement oui, parce que premièrement déjà pour la France, ça vient sanctuariser le droit à l'avortement. Et aujourd'hui, demain plutôt, s'il y a une force politique réactionnaire qui veut le remettre en cause, ce sera beaucoup plus compliqué de modifier la Constitution. Donc la première chose, c'est que ça vient sanctuariser ce droit. La deuxième chose, et nous c'est ce qu'on aimerait que ça apporte, mais là ça va être les débats chez les constitutionnalistes, c'est que garantir le droit à l'IVG dans la Constitution, ça veut dire garantir son accessibilité. Et dans sa garantie d'accessibilité, ça veut dire permettre d'avoir des moyens pour les centres d'avortement, permettre qu'ils soient présents sur l'ensemble du territoire pour qu'on n'ait pas soit obligé de faire plusieurs centaines de kilomètres et d'ajouter davantage de contraintes à un avortement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi retrouver une forme de souveraineté en matière sanitaire et notamment en termes de production de pilules abortives. Je vous donne un exemple. Il y a un an, on a eu des pénuries de pilules abortives dans un certain nombre de départements. Ça a été notamment le cas dans ma région, en Picardie. Et du coup, l'accès à l'avortement, en tout cas une forme d'avortement, a été remis en cause uniquement parce qu'on ne produisait plus suffisamment ces médicaments, ces pilules abortives en tout cas, sur le territoire européen. Donc il y a un enjeu aussi à relocaliser la production de pilules abortives pour permettre d'y répondre. Sur la deuxième question, est-ce qu'il faut que l'Europe s'en inspire? Il faut non seulement que l'Europe s'en inspire, mais que le monde entier s'en inspire. Mais aujourd'hui, oui, malheureusement, l'avortement est remis en cause dans un certain nombre de pays membres de l'Union européenne. Moi, ce que je dis, c'est que le droit à l'avortement doit être un droit inaliénable. Il ne doit jamais être remis en cause. C'est un droit qui doit s'imposer à l'ensemble des États, membres de l'Union européenne ou pas d'ailleurs, comme c'est le cas avec l'ensemble des droits de l'homme, tout simplement. C'est des droits humains qui aujourd'hui devraient s'imposer à l'ensemble des États membres. Cet été, on a eu Laure Lavalette en interview qui nous disait justement, quand on lui a posé la question, que le droit à l'IVG n'était pas remis en cause, n'était absolument pas remis en cause. Vous avez dit clairement que si une force conservatrice arrivait au pouvoir, ce droit pourrait être remis en cause. Madame Lavalette a visiblement un peu de mal avec les débats dans son parti politique et d'ailleurs le débat autour de la constitutionnalisation de l'IVG a démontré qu'ils avaient un certain nombre de contradictions dans leur parti sur l'accès à l'IVG. Et on a un certain nombre d'élus du Rassemblement national, de députés du Rassemblement national, qui ont osé intervenir contre l'IVG. Ils sont intervenus contre ce droit à l'IVG. Donc la réalité, c'est qu'il y a en réalité des forces aujourd'hui dans notre pays qui veulent remettre en cause le droit à l'IVG, et ces forces sont membres du Rassemblement national, et je ne vous parle même pas de reconquête du parti d'Éric Zemmour. Ça, c'est le premier sujet. Donc oui, aujourd'hui, il y a des forces réactionnaires qui agissent contre l'IVG, et d'ailleurs, on a vu des contre-manifestations en amont du congrès de Versailles pour justement dire qu'il fallait surtout remettre en cause l'IVG, et donc ça, c'est profondément insupportable, et donc la sanctuarisation, la constitutionnalisation de l'IVG, du droit à l'IVG, permet justement d'être une réponse à ces forces réactionnaires. Deuxième... C'est un 10, mais c'est un technocrate bruxellois. 1. C'est un 10, mais il ne votera pas pour les communistes parce qu'ils ne sont plus communistes. 4-5. C'est un 10, mais il a voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution. 0. C'est un 10, mais il compte s'abstenir aux élections européennes. 10, on va le convaincre.
C'est un 10, mais il a bloqué une autoroute avec des agriculteurs. 10. C'est un 10, mais il a choisi l'avion plutôt que le train en raison du prix. 10. C'est un 10, mais il est nostalgique de l'URSS. 3. C'est un 10, mais il n'a pas envie d'être mobilisé pour aller combattre en Ukraine. 10. C'est un 10, mais il reçoit beaucoup d'aides de la PAC. Ah, c'est pas de sa faute s'il touche des aides. 10. C'est un 10, mais il est pour le Frexit. 3, ouais, 3, 4. C'est un 10, mais il est pour une Union européenne libérale. Pareil, 3, 4. C'est un 10, mais il veut changer de pays pour payer moins d'impôts. 0. C'est un 10, mais il est député européen et n'est jamais à Bruxelles. 0. J'en connais un. C'est un 10, mais il soutient les actions d'Israël à Gaza. 0. C'est un 10, mais il souhaite que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne. 3, 4. C'est un 10, mais il votera Jordan Bardella en juin prochain. On va le convaincre. Donc 5. Allez, 4. C'est un 10, mais il vote Raphaël Glucksmann aux élections européennes. 4, 5. Récemment, en Italie, il y a un film qui s'appelle C'è ancora domani, qui veut dire Il reste encore demain, c'est la traduction littérale en français, qui a été réalisé sur les violences faites aux femmes. Se può sapere che c'hai ancora la testa vuota, te? Sta zitta. Mannaggia. Tu pensi a portare i soldi a casa da una manastia incapace di tua madre. Et qui a réalisé plus de 5 millions d'entrées. À titre indicatif, c'est plus que les entrées de Barbie et d'Oppenheimer. Est-ce qu'on doit s'attendre au même écho en France, vu que le film est sorti en France très récemment? Et pourquoi ce thème des violences faites aux femmes, il parle encore autant dans un continent qui a fait énormément de progrès sociaux? Ce film italien n'aurait jamais vu le jour dans le modèle qu'on est en train de mettre en place d'uniformisation de la culture, et notamment d'une américanisation de la culture. Moi, je défends, avec notamment Emmanuel Morel, qui est en 3e position sur ma liste, qui est député européen sortant, la nécessité de défendre une certaine forme de souveraineté culturelle, c'est-à-dire que chaque pays puisse avoir des financements pour leur propre production culturelle. Et malheureusement, c'est aujourd'hui beaucoup remis en cause, notamment par les plateformes du numérique, par les plateformes de vidéos à la demande. Et par exemple, le film que vous m'avez cité, mais on pourrait citer en France L'anatomie d'une chute. Vous aviez déjà frappé votre mari? Non. Non, jamais. C'est bien ce qui s'est passé. Qui a eu de nombreux succès, n'aurait jamais eu les financements par quelconque organisme privé pour pouvoir faire ces scénarios. Donc aujourd'hui, nous devons pouvoir œuvrer pour permettre de retrouver, de défendre en tout cas cette souveraineté culturelle, notamment la production de films européens, français ou italiens. Sur le sujet du coup qu'aborde le film que vous m'évoquez, on le voit aujourd'hui, bien sûr qu'on avance dans le bon sens, il y a la libération de la parole des femmes, mais on le voit aussi qu'on a un certain nombre de forces réactionnaires qui prennent à leur compte justement la contradiction dans le débat avec les forces progressistes et féministes sur ces sujets-là. Et les débats autour de Gérard Depardieu récemment en France démontrent qu'on a encore beaucoup à faire, notamment dans les combats politiques, dans la manière dont aussi les responsables politiques traitent ces sujets-là. Et donc, bien évidemment, c'est un sujet qui est encore ô combien d'actualité, il y a encore beaucoup à faire, et notamment à l'échelle italienne, mais aussi à l'échelle française, et aussi à l'échelle européenne. Donc continuons là-dessus. Et je voudrais vous parler d'une violence, moi, sexuelle, patriarcale, qui est que trop peu remis en cause à l'échelle européenne, c'est la prostitution, qui est à notre sens la plus grande violence aujourd'hui de la société patriarcale. C'est ce que j'appelle un viol tarifé, et aujourd'hui il est légalisé, encadré dans un certain nombre de pays, notamment en Allemagne, en Espagne, et cette violence faite aux femmes, elle n'est pas du tout remise en cause. Et bien moi je souhaite demain à l'échelle européenne la remettre en cause, non pas en pénalisant les femmes qui sont victimes de ces violences, mais au contraire en leur permettant d'avoir des moyens, leur permettant de sortir de ces mécanismes de violence. Est-ce que selon vous, il y a un profil type de l'homme qui fait des violences contre sa femme? Certains disent par exemple qu'il y a une corrélation entre pauvreté et criminalité. J'aurais tendance à vous dire que c'est présent dans toute la société. C'est le propre du patriarcat, c'est que c'est inhérent, peu importe l'origine sociale, l'origine géographique, c'est présent partout dans nos sociétés. Et dans un deuxième temps, moi j'ai aussi l'humilité de dire qu'on a des sociologues dans notre pays qui mènent des recherches sur le sujet. Il faut aussi écouter ce que nous disent les sociologues. Et en l'occurrence, ce que nous disent les sociologues, c'est qu'il n'y a pas de différenciation sociale d'ordre de revenus, de catégories sociales, etc. et que c'est présent malheureusement dans l'ensemble des sphères de la société. Et c'est pour ça aussi que c'est un sujet politique.
Le mois dernier, l'Espagne et l'Irlande, qui sont deux des voix les plus critiques de l'Union européenne à l'égard d'Israël, ont appelé à une révision urgente de l'accord d'association UE-Israël. Est-ce que l'accord UE-Israël aujourd'hui doit être rompu ? Moi je partage totalement cette position-là. Je salue le fait que l'Espagne comme l'Irlande ont eu le courage justement de remettre ce sujet sur le devant de la scène politique et médiatique. Je pense que la France s'honorerait d'en faire autant. Donc bien sûr de remettre en cause ces accords entre l'Union européenne et Israël, parce que tout simplement aujourd'hui Israël ne respecte pas les droits de l'homme, ne respecte pas le droit international, et même il y a un risque réel de génocide aujourd'hui sur la population gazaoui, et toutes les études montrent que nous y allions. Nous sommes aujourd'hui dans un risque génocidaire avec le peuple palestinien et notamment le peuple gazaoui. Donc ça c'est la première chose, et il faut même aller plus loin que cela. Nous, ce qu'on demande avec Fabien Roussel, c'est que la France et l'Union européenne agissent enfin pour la reconnaissance de l'État palestinien sur les frontières de 67 aux côtés d'Israël, comme le préconise le droit international. Et c'est un levier indispensable pour permettre justement de retrouver la voie d'une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. C'est que le droit international puisse ressortir fortement sur la scène médiatique et surtout sur la scène politique. Et je sais que si demain, un pays comme la France inaugure, et à l'initiative en tout cas, sur la reconnaissance de l'État palestinien, alors ça va enclencher une vague de reconnaissance à l'échelle internationale et bien évidemment aussi à l'échelle européenne. Et la troisième des choses sur le peuple palestinien, ce que je dis aussi, c'est que parallèlement, il faut agir pour la libération des prisonniers politiques palestiniens pacifiques. Je pense notamment à Marwan Barghouti, qui est le Nelson Mandela palestinien, qui est enfermé depuis plus de 20 ans dans les geôles israéliennes et qui est le seul aujourd'hui qui est capable d'unifier le peuple palestinien autour d'une ambition, celle de la paix, d'une paix entre Israéliens et Palestiniens. Donc aujourd'hui, il faut aussi libérer la paix, il faut libérer Marwan Barghouti. Est-ce que l'Union européenne doit sanctionner Israël ? On le dit, si Israël continue à faire ce qu'elle est en train de faire à Gaza, mais si elle continue même ce qu'elle fait depuis maintenant plusieurs décennies, à savoir la colonisation, le non-respect des droits de l'homme, etc., eh bien il faut cesser toute relation avec cet État, avec l'État d'Israël, pour justement le contraindre et le remettre dans la bonne voie, la voie du droit international. Mais c'est ce qu'on a fait. Moi, je prends souvent l'exemple justement de l'Afrique du Sud. Comment on a réussi à mettre fin au régime d'apartheid et à exiger de ce régime d'apartheid la libération de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud a été mise sur le banc des nations grâce à une pression internationale, alors que c'était un allié de beaucoup de forces occidentales notamment. En fait, l'ensemble des forces occidentales ont décidé d'arrêter d'avoir des relations avec l'Afrique du Sud tant qu'elle continuait dans son régime d'apartheid et de non-respect notamment des droits de l'homme, et tant qu'elle n'agissait pas pour la libération de Nelson Mandela. Il faut faire exactement pareil tant que Israël continue sa politique de colonisation, bien sûr tant qu'elle continue de bombarder Gaza, mais même quand elle continue sa politique de colonisation des terres en Cisjordanie et qu'elle ne libère pas notamment Marwan Barghouti. Le nombre de pays en tout cas qui se mobilisent pour la paix au Proche-Orient, aujourd'hui se compte sur les doigts d'une main. Eh bien moi je souhaite qu'un pays comme la France, un grand pays reconnu internationalement comme étant le pays des Lumières, de la Révolution française, des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisse prendre l'initiative avec d'autres pays européens d'aller mener ce débat à l'échelle européenne. Et je suis persuadé que pays par pays, on va convaincre une écrasante majorité des pays membres de l'Union européenne d'agir en faveur d'une paix juste et durable, j'insiste sur ces mots-là, entre Israël et Palestine. Parce que c'est du bon sens aujourd'hui. Et quiconque voit les images de ce qui se passe à Gaza, quiconque entend les témoignages des Palestiniens qui vivent la colonisation quotidiennement en Palestine. Moi, j'y suis allé en 2018, j'ai pu échanger avec des Palestiniens, notamment dans la ville d'Hébron, qui est une ville en plein cœur de la Cisjordanie, qui aujourd'hui a une colonie en plein dans son centre-ville. J'ai discuté avec mon guide palestinien qui n'avait pas le droit de se rendre dans le centre-ville, qui n'avait même pas le droit de se rendre sur le cimetière dans lequel étaient enterrés ses parents et ses grands-parents. Si je devais partir sur une île déserte avec un objet, je partirais avec... Un briquet. Si je devais partir sur une île déserte avec un ou une députée, je partirais avec... André Chassaigne. Si je devais partir sur une île déserte avec un livre, je partirais avec... Pour qu'il soit gros... Germinal. Je m'attendais au manifeste du Parti communiste. C'est court, hein, on va vite se faire chier. Si je devais partir sur une île déserte avec un animal, je partirais avec... Mon chien. Si je devais partir sur une île déserte avec un morceau dans un lecteur MP3, je partirais avec... Une clope sur la lune de Scylla. Si je devais partir sur une île déserte avec un aliment, je partirais avec... Une patate. Parce que ça se replante.
Si je devais partir sur une île déserte avec une idée, je partirais avec... Ah, le communisme. Ok, bah là on est sur la frontière. Récemment, Emmanuel Macron a eu une sortie qui a fait énormément polémique. Il a affirmé que la France ne devait avoir aucune limite dans son aide à l'Ukraine. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Est-ce que vous avez la même position qu'Emmanuel Macron? Sinon, pourquoi? Non, pas du tout. Et je pense que c'est scandaleux qu'il ait pu tenir une telle position. D'ailleurs, je salue le fait qu'il ne soit pas rejoint par d'autres chefs d'État européens et qu'il est isolé aujourd'hui sur la scène internationale, parce que ça aurait été catastrophique derrière, avec un jeu d'alliance qui pourrait entraîner la voie d'une troisième guerre mondiale, un conflit globalisé. Moi, j'y suis opposé pour une simple et bonne raison, c'est que je ne souhaite pas voir des soldats français mourir sur le front ukrainien. Je ne souhaite pas voir des soldats intervenir en Ukraine et être pris pour cible par les troupes russes. Parce que c'est ça la réalité. C'est ça que ne dit pas Emmanuel Macron. C'est que si on envoie des troupes sur le sol ukrainien, de fait, mécaniquement, on aura des Français qui vont mourir sur la guerre ukrainienne, sur le front ukrainien. Et la question qui se pose, c'est, au bout de 2 ans du conflit, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'issue militaire au conflit. Le conflit ne se terminera pas par un bain de sang. Ni par davantage de surenchères guerrières qui pourraient nous amener justement à une 3e guerre mondiale. Alors ce que je dis, c'est que bien évidemment, il faut aider les Ukrainiens à se défendre. Bien évidemment, il faut leur livrer concrètement des armes, il faut leur permettre de geler le front un maximum, en tout cas d'empêcher la Russie de continuer à avancer sur les terres ukrainiennes comme elle le fait malheureusement depuis quelques semaines. Ça, c'est le premier sujet. Mais parallèlement, il faut porter un traité de paix. Et dans le même temps, il faut porter un traité de paix. Il faut remettre autour de la table, autour des négociations, M. Zelensky, M. Poutine, comme il le faisait au tout début du conflit. Et on me dit souvent, mais comment voulez-vous contraindre Vladimir Poutine à venir autour de la table? Déjà, premièrement, lui-même a dit qu'il était prêt à négocier. Deuxièmement, il faut poser le statut de neutralité de cette région. On parlait tout à l'heure de l'élargissement de l'Union européenne à l'Ukraine et la Moldavie. Je suis venu sur les questions sociales, mais sur les questions internationales, elle est indispensable. On ne peut pas demain dire que si l'Ukraine intègre l'OTAN ou l'Union européenne et remettre autour de la table M. Poutine en lui disant que finalement les armes nucléaires de l'OTAN seront pointées vers Moscou en permanence parce que l'Ukraine aura rejoint l'OTAN. Donc le statut de neutralité de cette région est un levier indispensable pour permettre de remettre tout le monde autour de la table et de trouver une paix durable dans cette région. Et d'ailleurs, 2 mois avant l'intervention de la Russie en Ukraine, le statut de neutralité avait été remis en cause justement avec la proposition de l'OTAN de s'élargir justement à l'Ukraine. Donc ça, c'est le principal sujet. Et quand on dit qu'il n'y a plus aucune limite, j'ai une autre question qui se pose. C'est qu'addeviendra-t-il? Macron nous y a répondu. Qu'addeviendra-t-il lorsque l'envoi d'armes ne suffira pas? Il y a répondu, envoi de troupes. Mais qu'addeviendra-t-il même demain si l'envoi de troupes ne suffira pas non plus? En France, nous avons 200 000 hommes. L'armée russe, avec ses milices, c'est plus de 2 millions. Qu'addeviendra-t-il si l'armée française ne parvient pas à battre Vladimir Poutine, comme on l'entend? Alors se posera la question de la conscription, de la mobilisation générale. Ça paraît dingue de penser à ça aujourd'hui, mais la réalité, c'est que on est dans un engrenage guerrier qui fait que personne ne sait comment ça pourrait aboutir. Alors moi, je l'assume complètement. Il y a une ligne rouge dans l'aide à l'Ukraine, c'est l'envoi de troupes. Je ne souhaite pas que la France, que l'Union européenne deviennent co-belligérants du conflit qui entraînerait un conflit globalisé, une 3e guerre mondiale, avec potentiellement une guerre nucléaire, parce qu'il y a 6000 ogives nucléaires en jeu si on prend celle de la France, de la Russie, et le double si on prend celle des États-Unis demain. Et je le dis, les premières victimes de ce conflit globalisé, ce sera le peuple ukrainien qui sera au milieu d'une guerre entre des grosses puissances. Alors, le camp macroniste pourrait vous répondre que c'est justement en ne mettant pas de ligne rouge dans l'aide à l'Ukraine qu'on pourrait montrer les muscles à Vladimir Poutine et le forcer à venir à la table des négociations. Si la France montre ses muscles, la Russie est capable de montrer ses muscles. Et je trouve ça insupportable là, de voir cette surenchère guerrière, cette mécanique guerrière s'enclencher avec la Russie et des conseillers de Vladimir Poutine dire qu'ils sont en train de regarder comment potentiellement ils pourraient cibler Paris par des bombardements quelconques, etc. On est en train de rentrer dans un engrenage guerrier qui est affolant. Il faut sortir à tout prix de cet engrenage guerrier. Si chacun montre ses muscles, alors on ne sait pas jusqu'où on va aller et on tombe dans une surenchère.
une surenchère guerrière petit à petit. Donc bien évidemment, il y a une ligne rouge, et cette ligne rouge, c'est celle qui a été établie par Emmanuel Macron au début du conflit. C'est lui aujourd'hui qui remet les lignes rouges qu'il avait lui-même apposées, et il vient les remettre en cause. Donc ça, c'est profondément problématique, et moi je souhaite qu'il revienne justement à ce sur quoi il était parti, depuis le début du conflit, à savoir trouver une voie de cessez-le-feu. Et je le dis, c'est pas en montrant les muscles qu'on arrivera à mettre un terme au conflit. C'est en permettant justement de remettre les négociations au cœur de notre projet, enfin en tout cas une voie de cessez-le-feu, d'une voie de paix, d'un traité de paix qui puisse être porté et remettre tout le monde autour de la table des négociations. Qu'est-ce qui pousserait Vladimir Poutine à rendre ce territoire à l'Ukraine? Est-ce qu'il faudrait accepter en cas de paix que la Russie garde le contrôle de ces territoires? Moi, je ne souhaite pas le mettre en préalable à toute discussion. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le droit international, l'ONU, garantit deux choses. C'est la libre détermination des populations, des nations, dans des frontières, et la paix. Et je pense que c'est ces deux choses-là qui doivent primer dans les discussions sur ces territoires-là. C'est pour ça que je parlais du statut de neutralité, qui est des gages à la Russie de dire que l'OTAN ne va pas avancer jusqu'à leurs frontières, à quelques centaines de kilomètres de Moscou. En revanche, la question des territoires occupés, il ne faut pas la poser en préalable. Peut-être qu'elle arrivera dans les discussions, dans les négociations, mais il ne faut pas l'arriver en préalable. Et pour l'instant, je pense que la question ne se pose pas. La question se pose du retrait des troupes russes. Ils ont violé un territoire, et donc la question de l'intégrité territoriale du peuple ukrainien doit être garantie. Maintenant, si demain, dans les négociations, il y a des débats autour justement de ces territoires occupés, eh bien ça, il faut que surtout l'ONU soit associée à toute discussion pour voir comment on peut en sortir. Mais je pense que, honnêtement, ce n'est même pas ça le sujet. Je pense que le sujet principal, c'est le statut de neutralité et dire à Poutine, vous retirez vos troupes de l'Ukraine, vous cessez le feu, vous retirez vos troupes de l'Ukraine et des territoires occupés, mais en échange, l'ONU, le droit international, garantit le statut de neutralité de cette région. Est-ce qu'il faut établir des référendums aux populations concernées? Si jamais dans les négociations sur la paix, on en arrive à une situation de qu'est-ce qu'on fait de ces régions et que à la fin il y a un débat qui se lance sur ce sujet-là, alors il est hors de question que ça soit réglé en catimini dans justement une salle de discussion. Les premiers concernés, les populations sur place, doivent avoir leur mot à dire dans ce cadre-là, garanti par l'ONU, etc. Mais ça, j'ai même pas envie de le poser maintenant parce que ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous même de déterminer ce qu'il y aura dans les négociations. Par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il y a une remise en cause des frontières de l'Ukraine, alors c'est aux populations concernées de pouvoir s'exprimer et à personne d'autre.